Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Cathy. Cathy, c'est une maman serial expat qui vit à l'étranger depuis qu'elle a 18 ans. Cette semaine, nous avons décidé de nous arrêter sur une expérience qu'elle et sa famille ont vécue en 2011. Le tremblement de terre suivi du tsunami qui se sont abattus sur la côte nord du Japon. On détaille ensemble la journée du 11 mars, et puis l'après. Je remercie encore Cathy pour son témoignage, et je vous laisse avec la suite. Bonjour Cathy. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Mais merci surtout de m'avoir invitée sur ton podcast. Alors, j'aimerais bien, comme d'accoutumé maintenant sur ce podcast, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Cathy, je suis française et mon mari est suisse. J'ai 3 enfants qui ont 18 ans, mon fils aîné, et mes 2 filles ont 15 ans. C'est des jumelles. Oui. Et là, on vient d'arriver au Luxembourg, ça fait 7 mois. Voilà. Donc, on est arrivé de Hong Kong. Voilà. Eh bah. Et c'est marrant parce qu'en rapide présentation, ça ne décrit pas assez, je trouve, la richesse de toutes les expatriations que vous avez pu faire en famille. Donc, on va essayer de développer ça du mieux qu'on peut. D'accord. Est-ce qu'on peut démarrer par les prémices de cette famille, à savoir un peu où est-ce que tu as rencontré ton conjoint? Alors, moi, j'ai quitté la France, j'avais 18 ans. J'y suis jamais retournée. D'accord. Pas par hasard, mais j'y suis jamais retournée. J'y suis retournée en vacances, évidemment, mais j'ai jamais habité en France. Donc, j'ai quitté la France pour la Suisse, pour aller travailler, parce que j'ai fait l'école hôtelière, donc j'ai travaillé dans des restaurants, hôtels en Suisse. Donc, j'avais 18 ans et voilà. Et à 28 ans, j'ai rencontré mon mari, qui lui est suisse. Et voilà, il venait de finir ses études et voilà, il cherchait un travail. Il a trouvé un travail et en fait, peu de temps après qu'on s'est rencontrés, 4 ans après, on a eu une opportunité avec la compagnie avec laquelle il travaillait d'aller vivre en Allemagne, à Cologne. Ok. Donc ça, c'était en 1999. Ok. Et du coup, il parle français? Oui, il parle français parce qu'il vient de la région de Lausanne et moi j'étais aussi, j'ai habité Neuchâtel et Lausanne en Suisse. Donc la Suisse c'est un petit peu comme mon deuxième pays parce que évidemment j'ai fait tous mes amis de 18 à 28 ans en Suisse, voilà. Donc et puis ça deviendra de plus en plus mon deuxième pays parce qu'évidemment par la suite je me marierai avec un Suisse, on achètera une maison en Suisse. Donc voilà, c'est vraiment mon pays de cœur, en fait. D'accord. Et vous y êtes resté combien de temps alors en Allemagne? Alors, on est resté 3 ans en Allemagne. D'accord. Et puis, voilà. Ça va être le rythme de ta vie, je pense. Voilà, c'est le rythme de ma vie entre 3 et 5 ans dans chaque pays. Donc, ensuite, on a eu on nous a dit, vous devez aller en Suisse, retourner en Suisse, parce que on a eu un contrat pour vous pour 3 ans. Mais là, on le savait que c'était pour 3 ans. D'accord. Donc on est reparti. On a été expatriés dans notre propre pays, si on peut dire ça comme ça. Enfin, dans celui de ton mari pour le coup, parce que la Suisse, ça reste pas ton pays natal. Exact. Donc voilà. Donc là, on est retourné en Suisse à Genève, donc pas dans la région qu'on vit, puisqu'on vient de Lausanne, mais à Genève. D'accord. Et puis là, il s'est avéré que je suis tombée enceinte. Donc on a déménagé. J'étais enceinte de mon fils et j'ai accouché en Suisse de Tim, de mon. D'accord. Voilà. Donc, vous restez en Suisse 3 ans Oui. Et ensuite, vous jumpez sur un autre pays, c'est ça? Et un autre continent même. Hein. Donc, oui, là, on nous propose une destination qui est le Canada, à Montréal. Mais donc là, on est d'accord parce que voilà, on se dit que c'est une super opportunité et puis que c'est un pays francophone. Mon mari parle assez bien anglais déjà au travail, moi pas très bien. Je me dis c'est une opportunité, ça va changer, c'est différent. Ouais. Et puis on va faire le house hunting, enfin ce qu'on connaît tous les expats. Ouais. Et là on trouve une petite maison, etc. Et quand on revient, un mois après, j'apprends que je suis enceinte de jumelles.
Donc évidemment, la maison qu'on avait choisie était trop petite. Bien Mais sûr. on a quand même gardé cette maison parce que voilà, tout s'est très vite, ça s'est bousculé, donc on n'a pas eu le temps. On s'est dit bah tant pis, on fera avec. Et voilà. Donc, Oui. Et puis c'était pour 3 ans encore, celui-là? là, on savait pas pour combien de Là, temps on on savait partait. pas. Ok. Non, on savait pas. Oh là Et, là. et donc voilà. Et donc voilà, on est parti. On est parti en avril et mes filles sont nés en octobre. Ok. Voilà. Et Mhm. bah. Du coup, je te demande pas ce que tu as pu faire professionnellement. J'imagine que ça a dû être beaucoup de boulot quand même de déplacer pays par pays les enfants et puis ensuite une paire de jumeaux quand même. Oui, alors là, ça a été, voilà, là, c'est clair que tu te poses pas la question de te dire, voilà, quand tu déménages de Suisse au Canada avec un petit garçon qui a 3 ans et 2 à venir, tu vois, tu te poses Ouais. pas la question si tu vas travailler, là. Tu te dis juste comment je vais faire sans Comment je amis, vais sans famille, survivre? avec des hivers à -20, et puis, donc voilà, mais bon, on était partant et on s'est dit, on va y arriver, et puis on y est arrivé parce que quand Oui. voilà. Donc voilà, donc là on est resté 4 ans au Canada. Donc 4 ans après le démarrage de votre expatriation au Canada, on vous propose un autre pays, Oui, c'est ça? on nous propose un autre pays et ce pays est un autre continent de nouveau. Et là, Ça serait pas drôle. c'est ça. Et là on nous propose le Japon. Ah, et alors comment tu te sens face à ce choix? Alors le Japon pour nous c'est complètement différent dans le sens où ça veut dire là on est à 7 heures à peu près de nos familles en Europe. Là, on se retrouve à voilà 10, 11 heures de nos familles au Japon avec des enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans et 6, 7 ans, quoi. Donc là, on se Ouais. dit, oh là là, et en même temps, je pense que beaucoup d'expats que j'ai rencontrés disent, oh, moi, le Japon, c'est attrayant, c'est mystérieux un peu, voilà, c'est quand même un pays qui est assez. Et nous, on se dit aussi ça. On se dit aussi, oh, mais on n'aura jamais une chance pareille de pouvoir aller au Japon dans notre vie, quoi. Donc, on se Ouais. dit, bah pourquoi pas. En même temps, la compagnie à mon mari est japonaise, donc Ah. voilà. C'était un peu quand même je pense une expatriation qui était possible, disons, on va dire ça comme ça, voilà. Donc et là on se dit bon allez, hop. Moi j'ai aimé le Canada, mais il faisait vraiment très froid pour moi. Je ne suis pas une personne qui aime le froid, donc Mais je me suis pourtant, la Suisse, c'est quand même connu pour ses lacs et ses stations de ski. Oui, mais il y a la Suisse, il y a le ski, mais il y a au Canada, l'hiver, c'est 6 mois Ouais, d'hiver. Et quand on a ouais, des ouais. bébés et qu'on te dit quand il fait -20, faites attention aux oreilles parce que les lobes d'oreilles chez les bébés ils se cassent quand vous les sortez à -12, ou qu'il faut pas sortir vos enfants à -15 parce qu'ils ont leurs poumons qui gèlent tellement ils sont encore petits. Tu te dis ouais, Ouais, l'hiver va être long là, il va être voilà. rude. Ouais, non, c'est Ouais, et clair. puis là, il neige beaucoup au Canada. Je veux dire, en Suisse, quand tu es à Lausanne, il neige pas. Je veux dire, il y a que dans les stations qu'il neige. Au Canada, il neige tous les jours. Donc, Ouais, ouais, c'est ouais. un peu, voilà, c'est pénible. Il faut pelleter, il faut, voilà, quand tu as 2 bébés à charrier dans ta voiture, etc. C'est quand même assez. Tu vois, quand tous les matins, tu dois habiller tes enfants comme s'ils allaient skier pour aller à la crèche ou à la garderie, ça devient compliqué, hein. Donc voilà, donc on se dit bah Japon pourquoi pas, voilà, Ouais. voilà. Donc on se réjouit, oui, on est content, on se dit que ça va être une super opportunité. We'll be right back. Hey, it's Pat Flynn here, host of the award-winning podcast, the Smart Passive Income Podcast, which was created to help you learn how to become an entrepreneur. And in the simplest way, too. You know, entrepreneurship can be very difficult. I like to simplify things. And I interview people like Josh Hall and Shane and Jocelyn Sams and Maria Fela. Who are they? Well, they're people just like you, people who have taken action after listening to the show and have built a business that has changed their lives. And I'd love to share an episode with you that I think will inspire you to get started, too. Check out the link in the description or go to smartpassiveincome.com/122 to get inspired, get what you need to get started, and change your life. You got this, and thank you. Ah oui. Et comment tu te sens? Parce que so far, là, vous avez fait que des pays qu'on peut juger occidentaux. Comment tu te sens à l'idée de quitter un peu cette zone de confort?
Alors moi moi je me réjouis, mais en même temps j'ai un peu peur pour mon quotidien en fait au Japon. Donc je me dis oh là là, je vais quand même, je pense que et puis des collègues à mon mari disent tu sais si ta femme elle veut prendre un peu des cours de japonais avant de partir, ça serait peut-être une bonne idée. On se dit que voilà, on sait aussi, mon mari a des collègues japonais donc on sait aussi qu'on parle très peu anglais au Japon, que mon anglais est bien, mais bon, mais que les Japonais ne me comprendront certainement pas. Donc on se dit bon bah là, donc là moi je fais l'effort de me dire 3 mois. Donc là on le sait 4 mois avant, je m'inscris tout de suite à un cours de japonais à Montréal. Parce D'accord. que je pense que mais là je m'aperçois vite que c'est hyper difficile, quoi. C'est hyper dur et que ça va me prendre quand même quelques mois, voire quelques années à pouvoir sortir 4 phrases en japonais. Donc voilà. Donc, mais bon, je fais quand même l'effort et je me dis oui, je vais quand même apprendre un peu de japonais avant de partir. Mais en fait, on y va un peu comme ça, hein. On se dit on verra et puis voilà. Donc Oui. Et donc, rappelle-nous un peu l'âge des enfants quand vous décidez de partir. alors, quand on part, Tim a à peu près, Tim a 7 ans, donc il va avoir 7 ans, et les filles ont 3 ans, à peine 3 ans, donc elles auront 3 ans en octobre. On part Ok, en donc, août. Mhm. donc en théorie, il y en a un à mettre à l'école et les filles, tu pourrais potentiellement les garder ou devoir les mettre à la crèche, c'est ça? Oui, alors on a décidé de mettre nos enfants dans une école anglaise. Donc dans les écoles anglaises internationales, les enfants peuvent rentrer à 2 ans. On appelle ça le pré-kindergarten. Et à partir de 2 ans. Donc voilà, donc elles vont rentrer dans la même école que leurs grands frères en fait. Bon, ça c'est quand même cool. Parce que Voilà. du coup, un seul drop-off le matin. Oui, alors par contre non, parce que les Non? petits comme ça, quand ils ont 2 ans, la preschool, la pré-kindergarten, c'est seulement le matin. Donc il faut aller les chercher à midi, retourner à la maison et râler chercher le Tim, mon aîné, à 3h30. Ouais. Donc Bon. voilà, donc ça fait beaucoup Ouais, back and forth. Oui. Ouais, d'organisation. Oui. Ok. Et alors, raconte-nous un peu l'arrivée sur place. Est-ce que c'est un peu Lost in Translation de Coppola? Oui, alors au Japon, quand on arrive, voilà, bah, on avait fait un house hunting quand même 3 mois avant. Donc on Oui. était allés juste mon mari et moi, sans les enfants, parce que c'était un peu compliqué de prendre les enfants pour parce que Ah, on c'est est- super loin. Pour le ah coup, oui, Canada, du Canada au Japon. Japon, Pour l'avoir fait New York, Tokyo, oui, c'est un périple, hein. oui, c'est un périple et en plus il y a 12 heures de décalage horaire, donc c'est Ah oui, vraiment, oui, non, ça pique. c'est infernal quoi. Donc on n'avait pas pris les enfants parce qu'on est allé que pour 3 jours, donc on a quand même trouvé l'école où on voulait les mettre et une maison, ce qui est assez rare à Tokyo, mais on a eu la chance de trouver une maison à Tokyo, en plein, Ok. pratiquement pas très loin du centre Shibuya, donc du centre-ville de Ah, Tokyo. sympa. Donc oui, donc on pouvait aller on prenait des petits bus euh, qui s'appellent Hachiko, des petits bus pour aller à l'école publique en fait. Mais ça nous prenait 15 minutes là pour aller à l'école en petit bus. Donc Ok. c'était en traversant Shibuya. Donc voilà, donc quand on est arrivé avec les enfants, ben on s'est installé, etc. Bon déjà on est arrivé en août, donc il y a déjà le climat, hein, parce il fait très chaud et très humide au Japon. Ouais, je crois que c'est similaire à New York le temps là-bas. C'est ça, donc c'est très très humide, donc ça on n'avait pas trop l'habitude. Même si au Canada l'été c'est très humide aussi. Et puis voilà, on va commencer notre vie comme ça. On va les mettre à l'école et puis donc à la British School in Tokyo. Et là, ils vont commencer à rencontrer évidemment des gens, des élèves de tout, des expats, des enfants expats de tout milieu, de tout pays, mais aussi beaucoup de Japonais qui mettent leurs enfants dans l'école anglaise. Ouais. Alors, raconte-nous un peu, Sophar, quels sont les plus gros challenges auxquels tu dois faire face, je dirais les premiers mois quand tu arrives sur place. Alors les premiers mois, c'est sans aucun doute, c'est la langue, hein. Parce Ah que ouais. alors, voilà, Le métro. personne ne parle anglais. Donc le métro, il y a quelques grandes lignes au centre-ville où c'est traduit en anglais. Mais Ouais, dès mais qu'on c'est sort peu, hein. dès qu'on sort du microcentre de Tokyo, plus rien n'est écrit en anglais. Donc tout est en japonais.
Donc, c'est impossible. C'est vite vu de comprendre quoi que ce soit. Puis, à l'époque, on n'a pas encore ce Google Translate. Ça marche pas très bien. Enfin, tout ça, ça fonctionne pas. Ça fait 10 ans, hein. Donc, ça fonctionne pas très bien. C'est un peu difficile. Donc là, tout de suite, moi, je vais rentrer dans une école aussi pour continuer à apprendre le japonais. Tout de suite, tout de Ouais. suite. Mais par contre, je rencontre aussi plein de mamans à l'école qui parlent pas japonais, donc voilà, qui sont donc ça fait une masse aussi d'expats. Mais je rencontre aussi des japonaises qui parlent un peu anglais parce qu'elles sont souvent mariées avec des Anglais, des Américains ou des Australiens. Donc voilà, donc on forme une petite communauté dans cette école un petit peu, et puis voilà, les Japonais nous aident, etc. Mais par contre, faire les courses, c'est un cauchemar parce qu'on n'arrive pas à dire je veux 100 grammes de ça parce que on sait pas dire 100 grammes. Voilà, Ouais. tout est très difficile dans les supermarchés, ça n'existe pas vraiment à Tokyo, c'est vraiment des petits. Alors il y a 1 ou 2 supermarchés internationaux où on va trouver par exemple, un sac de pommes de terre avec 4 patates dedans. Quand tu as une famille avec 3 enfants, je te dis que c'est un désastre. Par contre, tu peux trouver des 20 kilos de riz, mais bon, il faut aimer le riz, hein. Donc Ouais. voilà. Donc voilà, puis alors ça et la nourriture, c'est quelque chose qui est difficile au Japon parce que c'est pas comme dans certains pays où il y a quand même beaucoup de nourriture occidentale ou européenne, on va dire. Non, au Japon, il y a très très peu de voilà, trouver des steaks, des choses comme ça, ils savent pas ce que c'est ça. Donc voilà, Ouais. c'est difficile, ouais, c'est compliqué. Par contre, à l'inverse, aller au restaurant, je trouve ça très sympa parce que pour le coup, tout le monde t'accueille. Mais quand je dis tout le monde, c'est que tu ouvres le pas de la porte, tu as le chef dans la cuisine au fin fond du magasin, enfin du restaurant, qui va venir te saluer. Et ça, je trouve Oui. ça vraiment génial. Alors, je dois reconnaître hein, que je pense que le service à la japonaise, comme je dis, il y a rien de mieux. On a une anecdote avec mon mari parce que la première fois, on a voulu aller acheter une valise dans un de ces shopping malls, on va dire, hein, à Shibuya. Et en fait, on achète une valise et au moment où on l'achète, donc là, on la paye, tout ça, et c'était au 4e étage du building. Et en fait, la dame nous prend la valise et elle descend avec nous tous les escalators. Et là, on se dit, mais elle l'amène où notre valise, quoi. Et là, en fait, elle est descendue tous les escalators avec nous jusqu'à temps qu'on soit dehors sur la rue. Et là, elle nous a remerciés, elle nous a donné notre valise. Donc, C'est pour pas dingue. qu'on porte la valise du 4e étage. Donc, et nous, on s'est dit, non, mais c'est fou, ça, quoi. C'est fou. Ouais. Et je pense que tant qu'elle nous avait en visu, elle n'est pas rentrée. Donc, comme on dit, ouais, tu sais, ce salut japonais qui est de se cambrer. Et là, elle faisait ça jusqu'à temps qu'elle nous voyait plus dans la rue, quoi. C'est Ouais. impressionnant, quoi. Ouais, les Japonais sont très très respectueux, donc oui, c'est fou, quoi. Et du coup, je me rappelle qu'on avait aussi regardé sur le guide de voyage, par exemple, quand tu donnes la carte bleue, il faut pas la donner à une main, il faut donner avec les 2 mains par signe de respect pour l'argent, quelque chose comme ça. Oui, Enfin, c'est vraiment oui, des c'est petits vrai. trucs comme ça où Oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai beaucoup en Asie, un peu partout en Asie, je dirais, mais au Japon particulièrement. Oui, il faut tendre, même une carte de visite, hein, tu l'attends toujours à 2 mains, jamais une main. ouais, tu vois, c'est des Donc petits détails comme ça qui sont quand même très étonnants en tant que nous. oui. Alors il y a plein de détails. Il y a aussi un détail avec mes enfants les premières semaines que je suis arrivée, c'est que il y a 2 choses. Quand on monte dans un bus, personne ne parle. C'est silencieux dans les transports en commun. Donc personne ne parle, sauf que moi j'avais des enfants qui avaient 2 ans et demi, 7 ans, qui arrêtaient pas de parler, quoi. Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Toi, t'es là, chut, chut, parce que personne ne parle. Donc et tout le monde te regarde là, puis tu sais, c'est ces tout petits bus, donc tu te dis ouais, non, ici personne ne parle. Donc tu demandes à aller aux mamans japonaises à l'école. Personne ne parle jamais dans le métro, dans le bus. Non, 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 ça se fait pas de parler. Ok. Le deuxième jour, je mouche le nez à ma fille et là, tout le bus me regarde, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ok, je pense que ça, on peut pas faire non plus. Donc, Surtout que, attends, à l'époque, ils mettent encore des masques toujours ou pas? Il bon, y a 10 là, à ans? l'époque, ils mettent des masques quand ils sont malades ou quand Ok, ils font du vélo pour la pollution à Tokyo. ok. Donc, il faut savoir qu'à Tokyo, beaucoup de mamans ont des vélos électriques. Et en fait, elles ont un siège devant, un siège derrière, et elles amènent leurs enfants à vélo à l'école ou à la garderie, ou donc les petits, hein, je parle. Après, donc elles se baladent partout dans Tokyo avec leur vélo électrique et leurs enfants, donc un devant, un derrière. Donc c'est assez commun.
Mais par contre, oui, donc se moucher en public, c'est interdit au Japon. Ça se fait pas. Donc moi, je demande à mes amies japonaises, enfin au moment, et je leur dis, mais on doit pas se moucher. Je dis, mais comment vous faites? Ah bah tu leur apprends à renifler. Ah super. Donc voilà, c'est quelque chose que oui. Alors nous renifler, c'est plutôt le contraire en fait. On dirait, écoute s'il te plaît mouche-toi quoi. Mais au Japon non, on ne se mouche pas en public. Donc ça c'est interdit. Donc voilà. Donc parfois, alors ce qu'il y a, c'est que les Japonais ne feront jamais une allusion à quoi que ce soit que tu fais de mal parce que tu es un gaijin. Donc, quand tu es un gaijin, tu connais pas bien les règles du Japon, donc tu es excusé. Voilà, c'est la règle. Par contre, si tu es japonais, tu peux pas faire ça, évidemment. Hein, donc voilà, ça c'est des choses. Alors, tout plein de choses comme ça. Chaque jour, chaque semaine, il y a des choses que j'apprends comme ça qui sont différentes au Japon de notre culture. Donc, quelquefois c'est banal comme ne pas parler dans le bus ou des choses comme ça. Donc ça, on apprend aux enfants. On parle pas dans le bus. Ok, on se mouche pas en public. Ok. Donc les enfants, c'est des éponges. Ils vont vite apprendre. Hein, mais voilà. Donc c'est un petit peu. Ça, c'est les premières semaines, les premiers mois qui sont qui sont. Après, tu sais pas comment parquer ta voiture. Tu sais pas comment si tu payes. Tu sais pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, tu t'aperçois que avoir une voiture à Tokyo, c'est infernal parce que c'est très cher. C'est pour ça qu'ils utilisent vachement le vélo là-bas, non? Oui, ils utilisent beaucoup de vélos. D'ailleurs, moi, à la longue, mon premier cadeau d'anniversaire, mon mari m'a offert un vélo électrique. C'est super bike friendly, non? Oui, oui. Et c'est très respecté parce que justement, c'est beaucoup de moments avec des bébés et des petits enfants qui naviguent dans ou des personnes âgées. Enfin, je sais qu'on a souvent vu avec mon mari, genre, je sais pas, un petit mec il peut avoir peut-être plus de 65 ans, quoi, mais on trouvait ça tellement, tellement, je sais pas, c'était bien. Mais au moins, c'est cool, il reste en good shape. Oui. Après, la culture est tellement différente. Après, au fur et à mesure des mois qui passent, je m'aperçois que tout d'un coup, on me dit, ah, ton garçon, il va avoir 7 ans, alors il va pouvoir prendre le métro tout seul. Et tu te dis, pardon? Et oui, parce qu'au Japon, il y a des traditions c'est 2, 5, 7 ans. Donc ça s'appelle Gosanshai, je crois, je me rappelle plus très bien comment ça s'appelle, mais c'est des étapes dans la vie des enfants. Et donc à 7 ans, on estime que l'enfant il peut être indépendant. Jusqu'à 7 ans, souvent les enfants dorment avec leur maman dans le même lit. Toujours. L'angoisse. Oui. Enfin, pour ma part. Mais c'est comme ça au Japon et c'est comme ça que ça se fait. Donc souvent le papa dort sur le canapé et la maman dort avec tous ses enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais à 7 ans, il y a une espèce de fête qui se fait quand ils ont 7 ans où ils vont au temple, etc. Et on leur apprend que maintenant ils sont des petits jeunes adultes, on va dire, des choses comme ça, et qu'ils vont devoir faire des choses tout seuls. Et entre autres, les choses tout seuls, c'est de prendre le métro tout seul pour aller à l'école. Donc là, on me dit ça. Moi, mon fils, il a 6 ans et demi. Il vient d'arriver à Tokyo. On me dit, oui, mais tu peux le laisser prendre. Et là, je m'aperçois qu'en fait, tous les enfants qui ont 7 ans, sur leur sac à dos, ils ont une petite boîte. Et cette petite boîte, c'est une alarme. Et donc, quand ils sont en danger, les enfants dans le métro, ou ils sont perdus, ou quoi que ce soit, ils appuient sur cette alarme, ça sonne, et là, les gens dans le métro vont l'entourer pour comme le protéger en attendant que la police arrive et lui demande pourquoi il a appuyé sur son alarme. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est senti agressé? Enfin, voilà. Mm-hmm. Et là, tu te dis, ah, ok, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que on le voit dans le métro, les gens se mettent autour, mais les gens ne parlent pas à l'enfant pourquoi il a déclenché l'alarme. Parce que le but, c'est pas ça. Le but, c'est de le protéger en attendant que la police arrive. Ouais. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça. Mais ton fils, tu le sentais il est pas suffisamment bilingue en japonais pour pouvoir expliquer s'il s'est perdu ou si quelqu'un l'a embêté dans le métro, par exemple. Voilà. Alors là, on me dit, écoute, Cathy, tous les enfants font ça. Il a qu'à juste à suivre les enfants, les petits japonais, qui le font, qui vont à l'école avec lui. Et là, je me dis, non, mais je peux pas faire ça. Moi, je peux pas. Je me dis, il a 7 ans à Shibuya, il parle pas japonais. Et s'il lui arrive quelque chose. Donc, pendant une semaine, je vais le laisser faire parce qu'il me réclame de le faire comme tous ses amis. Je vais le laisser faire et je vais le suivre à distance.
Ouais, Donc, tu m'étonnes. et je me cache, évidemment. Et les mamans japonaises giggle, enfin, elles rient derrière moi en me disant, mais Cathy, il peut rien lui arriver. Et moi, je suis tellement angoissée que je me cache derrière les murs et tout ça et je regarde comment il fait. Et Bah, tu voilà. m'étonnes. Oh, ça me paraît super jeune, mais encore une fois, je pense que c'est culturel, mais après, c'est quand même relativement safe Oui, dans le oui. métro Et en fait, là-bas, les donc. mamans me disent, mais Cathy, si tu es angoissée, achète-lui un téléphone. Et là, je me Oh, dis, purée. mais il a 7 6 ans, ans? quoi. Ouais, Et 6 ans et là, demi, les 7 ans. mamans me disent, ah, mais nous, les enfants, on leur donne des petits Nokia. Enfin, à l'époque, c'était des petits Nokia, tu sais, ces petits téléphones qui se repliaient, là. Et Ouais. en fait, ils ont ça, ils ont juste notre numéro de téléphone. Ils peuvent appeler personne d'autre. Alors, en fait, tu peux avoir ces petits téléphones, en fait, pour les jeunes enfants comme ça au Japon, où tu bloques tout et ils ont juste ton appel. Et en fait, et les mamans japonaises me disent, me donnent l'adresse, mon adresse, écrit en japonais, plastifié, et elles me disent, Cathy, ça c'est ton adresse plastifiée, maintenant tu vas mettre ça dans le sac d'école de ton fils. Mais Et elles en sont fait, géniales, s'il tes arrive potes. quelque chose, on trouvera son et on le ramènera chez toi. Et voilà, donc toutes des choses comme ça qui, toi, te paraît complètement, tu sais, c'est comme si t'arrivais dans un pays et tu parles pas la langue et on te dit, bon, bah, ton enfant, il va prendre le métro puis le bus puis il va aller à l'école tout seul. Tu te dis jamais de la vie, quoi. Mais c'était loin, je croyais qu'ils prenaient le petit bus de 15 minutes. Alors, il prenait le petit bus, mais ensuite, mon fils, il a fait qu'une année avec les filles. Après, il est allé dans un autre campus qui était l'université des femmes. Mais il y avait 2 campus. À partir de la 4e année, donc à partir de 8 ans, ils allaient dans un autre campus. Qui là, par contre, ils devaient prendre le métro et le bus. Donc, D'accord. voilà. Donc, la première année, il a pris juste le bus et la deuxième année, à peine 8 ans, il a pris le métro et le bus, mais ça posait aucun problème à personne, hein, qu'à moi, hein, donc ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc, ok. Donc vous arrivez en août. Je pense que vous essayez de vous adapter au mieux que vous pouvez voilà, à la culture, à la langue du Oui. pays. Alors on a la Euh, chance d'habiter une maison dans un petit, avec un jardin collectif au milieu, sept maisons. Et voilà. Et là, on se rend compte qu'il y a 3 familles d'expatriés et 2 familles japonaises qui habitent dans. expatrié français ou expatrié Non, juste expatriés, anglais? alors un Australien et un Australien, un Américain et une famille française. D'accord. Voilà. Donc jamais en fait tu cherches vraiment à aller chercher le petit village gaulois perdu au fin fond de Tokyo par exemple. Alors, je recherche pas parce que le lycée français, donc l'école française, elle est assez loin du centre-ville de Tokyo. Et en fait, souvent dans ces grosses villes en Asie, quand le lycée français a un endroit, les Français vont habiter autour de ce lycée Oui. français, en fait. Donc, en fait, ça me donne aucune possibilité de rencontrer des Français parce qu'ils sont tous là-bas, je dirais, 45 minutes, 1 heure du centre-ville. Ah ouais. Et moi, j'habite au centre-ville et l'école est au centre-ville et donc ça me donne, j'ai pas d'accès aux Français et puis je m'inscris pas forcément à des clubs de français et tout ça parce que c'est toujours vers cette région-là, enfin vers Hmm. comme si on disait à Paris comme ces arrondissements si tu veux, mais Oui. c'est voilà donc c'est un peu c'est complètement décentré. Alors moi, j'ai pas accès à ça. Et puis en même temps, voilà, je me dis, bah voilà, je, je, je vais rester avec aussi la communauté anglophone Hmm. plutôt. Et puis, faut dire qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup d'expatriés non plus. Hein. La population étrangère, c'est vraiment tout petit. Hein. Je veux dire, on peut traverser Tokyo comme moi je le faisais tous les matins avec mes enfants sans jamais rencontrer ce qu'on dit des occidentaux, quoi, des westerns. Oui. Après parce que aussi ils sont pas nécessairement trop ouverts aux autres. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Je veux dire, le Japon, c'est une île. Ils sont très, comment on dit, conservateurs. Donc non, ils sont pas c'est pas une terre d'accueil, le Japon du tout. Hein. Oui, Donc c'est-à-dire que même si tu veux rester sur le long terme chez eux, ils vont pas faire plus d'efforts que ça pour toi pour t'imprégner dans leur culture. non. D'abord, ils estiment que de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Et puis parce qu'on est très différents. Et puis pour être honnête, après 3 ans au Japon, c'est vrai que c'est difficile l'intégration au Japon, c'est Oui. très difficile, ouais. Mais
Voilà. Mais donc non, je cherche pas le village gaulois et puis je cherche pas, voilà. Alors j'imagine que la vie suit son cours cette première année Oui, et on en vient 7 mois après, oui, au mars oui, 2011 arrive, oui, le 11 pour être précise, oui. Le 11 mars où, 2011, oui, ouais, où un terrible tremblement de terre s'abat sur le Japon. oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, alors ça reste quelque chose de très très émotionnel chez moi parce que c'est quelque chose je pense que on n'oublie jamais quelque chose comme ça. Mais donc le 11 mars 2011 à 14h46 exactement. Et c'est important l'heure parce que à ce moment-là, il est 14h46, l'école finit à 15h. Ouais, Et à 15h, normalement, je suis devant l'école en train d'aller chercher mes enfants. d'accord. Donc l'école finit à 15h30, pardon. Et donc normalement je pars à 15h à peu près de la maison pour aller chercher mes enfants à l'école. À 14h46, ça commence à trembler. On a déjà eu 1 ou 2 fois des petits tremblements, mais bon, on nous avait dit, on savait quand même que le tremblement de terre au Japon, c'était pas quelque chose de exceptionnel. On va dire que ça arrivait régulièrement, mais que, voilà, que si t'étais en voiture, tu le sentais pas, que si que si t'avais pas vraiment les 2 pieds par terre, tu le sentais pas, etc., etc. Donc voilà, on avait senti 1 ou 2 fois, mais bon, on n'était pas vraiment préparé à ça. Mais à 14h46, ça commence à trembler et ça tremble fort. Donc, tout d'un coup, je suis à la maison, mon mari est au travail, mes 3 enfants sont à l'école, et là, ça tremble, ça tremble, ça tremble, mais ça va trembler pendant 3 minutes, mais c'est très long, 3 minutes de Ouais, tremblement de terre. Et là, je commence à entendre les verres qui se cassent sur mes étagères. Je commence à avoir les luces qui vont d'un côté à l'autre. Là, ça commence à trembler. On est dans une maison construite en bois. Et là, j'entends tout craque partout dans la maison. Donc, c'est comme si la maison se fissurait. Mais donc, j'ai peur. Et la seule chose qu'on nous avait dit, c'est quand il y a un tremblement de terre, il faut protéger ta tête. Et ça, j'avais appris ça à l'école parce que les enfants, ils font des drills. Et donc, oui, ils savent qu'il faut se mettre sous la table quand il y a un tremblement de terre pour protéger ta tête. Donc là, je me mets sous la table de la cuisine. Et là, je tremble. Et là, tout d'un coup, on avait des bouteilles et tout ça gicle partout. Voilà, c'est le bruit qui est le plus éprouvant aussi, hein, parce que ça tremble. Et là, je suis sous cette table, je suis tétanisée et je me dis que je vais mourir. ouais. Donc, Et puis 3 minutes, c'est quand même extrêmement long. c'est extrêmement long et en fait, en 3 minutes, tu as le temps de penser à peu près à toute ta vie, quoi. En fait, t'as l'impression que tu vas plus revoir tes enfants, ou comment ils sont tes enfants à ce moment-là donné, que toi t'es pétrifié sous cette table, que tu peux imaginer comment tes enfants sont, que ton mari il est à 1 heure de métro d'où tu habites. Est-ce qu'il va bien? T'en sais rien. Enfin, c'est très très, c'est long. Et là, je pense que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment eu peur de mourir, vraiment. Ouais. Donc et bon, au bout de 3 minutes, ça se calme un peu et tu te dis bon, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je me dis, je vais sortir dans la cour. Et là, quand je sors dans la cour, tout le monde sort dans la cour complètement éprouvé. Et il y a ma voisine japonaise qui est là et qui me dit comment vas-tu, Cathy? Et là, je dis mes enfants, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Et c'est une fixation chez moi, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Ouais. Donc, je veux prendre la voiture. Au moment où je prends la voiture, le parking est à l'extérieur et tout d'un coup, il y a un gros craquement et je vois une fissure sur le parking, quoi. Et je me dis, oh là là. Et elle me dit, c'est exclu de prendre la voiture. On peut pas prendre la voiture parce que il y a des ponts pour aller à l'école et que il y a le risque de collapse des ponts. C'est-à-dire que le Oui. pont peut s'écrouler sur les voitures. D'ailleurs, quand il y a un tremblement de terre, aucune voiture ne doit rester sous un pont parce que c'est très, très dangereux. Donc là, elle me dit non, si tu y vas, c'est à pied. Et là, elle commence à me donner des recommandations du style prends de l'eau avec toi, etc., etc. Et là, je me dis mais c'est pas possible. Et moi, je suis tremblante, j'arrive plus à penser. Donc je
Je suis juste fixée dans le sens où je dois chercher mes enfants à l'école. Mais là, je commence à vouloir essayer d'appeler l'école, ça marche pas, il y a plus de téléphone, on n'a plus aucun moyen de communication. J'essaye d'appeler mon mari, ça fonctionne pas. Internet, ça marche pas. Il y a plus rien qui fonctionne. Donc on se dit bon ben c'est foutu quoi. Il faut que j'y aille quoi. Donc Et du coup, c'est combien à pied de chez toi à à l'école? pied, c'est à peu près, je dirais 45 minutes à peu près. Ouais, quand même. Ouais. Sauf que quand je vais sortir de ce petit quartier où j'habite et que je vais me rendre à Shibuya, je vois, mais c'est comme une fourmilière, Shibuya. C'est-à-dire que quand il y a eu le tremblement de terre, tous les métros se sont arrêtés. Et en fait, toute la population, faut dire Shibuya, tu connais peut-être si t'es allé Ouais. au Japon, mais c'est des millions de gens qui circulent dans Ouais. Shibuya. Et au moment où il y a le tremblement de terre, les métros s'arrêtent et on demande aux gens de sortir du métro. Donc en fait, on a des masses de gens qui sortent du métro comme une fourmilière. Et en fait, on se retrouve à Shibuya où on ne peut plus avancer tellement il y a de monde. Sauf que les gens sont tous bien alignés, il n'y a pas un bruit et tout le monde marche et marche. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Hello, il vient d'avoir un tremblement de terre là, vous savez ça? Et là non, c'est le calme plat. Personne ne téléphone parce que ça fonctionne pas. Les gens ils marchent et ils marchent et ils marchent. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a de quoi rendre fou quand même. Hein. Et en Cette fait, gestion de oui. la peur et des émotions, c'en est flippant là. Oui, mais là, ce qui fait peur, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Ouais, Et il y a des ouais, millions de gens dans la rue et il n'y a pas de bruit. Donc les gens sont calmes. Et moi, j'arrive pas à être calme, quoi. Je suis oppressée et je me dis, voilà, donc j'essaye de marcher vite, mais en fait, ça marche pas de marcher vite parce qu'en fait, c'est un flux et il faut suivre le flux, quoi. Et moi, j'ai de la peine et quand même, je vais quand même arriver jusqu'à l'école finalement. Et là, en arrivant à l'école, la directrice qui en fait nous attend devant la porte de l'école en disant, et moi je m'écroule en larmes et tous les parents sont là devant et pleurent. Et là, elle nous dit tout va bien, les enfants sont en sécurité dans leur classe sous les tables, etc. Vous devez vous calmer avant d'aller les chercher. Donc là, on est dehors et on attend d'être calme pour qu'elle nous laisse rentrer, parce qu'elle veut pas d'affolement dans les classes, elle veut pas. Mais on sait tous que tout d'un coup, il peut avoir une réplique tout le temps, en fait. Et là, je me cache, je vais chercher mes enfants, et là, je trouve mes 3 enfants sous la table, avec tous les autres enfants, et les professeurs qui sont tétanisés, en fait, parce qu'en plus, les professeurs, les maîtres et maîtresses de mes enfants, c'était des expats, c'est des anglophones, je veux dire, c'est des Britanniques ou voilà. ouais. Donc ils sont pas très rassurés non plus. Ils vivent la même chose que nous et en fait ça paraît, on a l'impression d'être dans un autre monde quoi. Donc voilà. Après je récupère mes enfants, mais là je me dis alors ils sont épuisés, ils sont en larmes et je me dis il faut retourner à la maison. Et là j'arrive pas à joindre mon mari avec mon téléphone, c'est impossible. Donc il y a aucune communication. Donc et là je me dis je pense à lui, je me dis est-ce qu'il va bien, est-ce que voilà, une fois que j'ai retrouvé mes enfants, c'est comme si ça s'était déporté sur mon époux et voilà, donc et là on va marcher. On va retourner à la maison à pied parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a rien évidemment. Ouais. Hein, donc Mais comment ils allaient les enfants? Ils étaient tétanisés de peur aussi? Alors en fait, je pense que les maîtresses et les maîtres à l'école, ils chantaient sous la table. Enfin, il y avait des choses, voilà, il y a des choses de survie que tu fais comme ça, tu sais pas. Parce qu'il y a des enfants à l'école qui ont attendu mes enfants, ils ont attendu, je dirais, entre le moment où il y a eu le tremblement de terre et le moment où je suis allée les chercher, ils ont attendu peut-être 1h30, peut-être. Ouais. Ce qui est pas très long. Il y a des enfants qui ont attendu 8-9 heures avant que les parents viennent les chercher. Parce qu'en fait, oui, parce que nous, on habite quand même à pied, c'est faisable. Mais il y a des parents qui habitaient très très loin. Mon mari, il était à 1h15 de l'école. Donc s'il avait dû, en métro. Donc s'il avait dû revenir chercher les enfants à pied, ça lui aurait pris je sais pas combien de temps. Donc voilà, donc il y a des enfants qui vont attendre très longtemps. Alors l'école, ils ont tout est organisé. Hein, s'il y a tremblement de terre, donc ils ont des couvertures, ils ont de la nourriture, tout est très bien organisé pour les tremblements de terre au Japon. Ouais. Donc voilà, moi je vais ramener mes enfants. Et là dans la ville,
ça hurle dans les haut-parleurs. Donc, ça hurle dans les haut-parleurs en japonais, mais je ne comprends absolument rien. Donc, je sais pas si on me dit il va y avoir un nouveau tremblement de terre, je sais pas si on me dit que c'est dangereux, je sais pas si on me dit rentrez chez vous, je sais pas si on me dit restez sur place, j'en sais rien en fait. Et donc je le fais comme je le sens en fait. Et puis je rentre à la maison à pied avec mes enfants. Donc là les enfants sont fatigués, donc j'en porte une, je porte l'autre, Tim suit, j'en descends une, j'en reporte l'autre, enfin. Et finalement, on se retrouve dans le flux de Shibuya et là de nouveau, voilà, c'est. Alors, on n'entend personne, mais il y a ces haut-parleurs qui crient dans toute la ville et puis il y a des voitures de police partout, qui nous disent quoi faire, mais moi je comprends rien à ce qu'ils racontent. Donc voilà. Donc je rentre à la maison et là, quand je rentre à la maison, nos voisins japonais sont là, nous expliquent que c'est catastrophique, on a un tsunami. Donc, on a un tsunami à Tohoku, qui est à 300 km du Japon. Ouais. Et elle nous dit, les vagues sont de plus de 35 mètres, 40 mètres, et que le tremblement de terre qu'on a eu est de 9,1 et que ça fait depuis 1938 qu'on n'a pas eu de tremblement de terre comme ça au Japon et que c'est peut-être le Big One. Ce qu'on ne connaissait pas, le Big One, ça sous-entend que les Japonais attendent ce tremblement de terre depuis des années. Donc voilà, le tsunami est déclaré. Enfin, quand même, le Big One ici, qu'on entend à Seattle, parce qu'on est quand même sur la côte pacifique, oui, ce serait celui qui viendrait raser la ville. Hein. Oui. Donc là, les Japonais pensent toujours qu'un jour Tokyo disparaîtra. Hein. Chaque Japonais pense ça, qu'un jour Tokyo sera envahi par un tsunami et qui sera rayé de la carte. Hein. Donc les Japonais ils le savent, hein, ils le vivent avec. Mais là ils sont donc les Japonais, je dirais, sont pas à outrance affolés du tremblement de terre, pas du tout. Par contre, quand le tsunami se présente, oui, là la panique commence à gagner méchamment. Donc on allume la télé, mais on n'a pas, à part TV5, on n'a rien comme chaîne française. Ouais. Et on n'a pas d'internet. Donc et mon mari est je ne sais où. Ouais, donc, c'est surtout ça aussi. Voilà. Donc quand on arrive, j'essaie de me connecter avec tout et n'importe quoi. Je mets les enfants devant la télé, devant un dessin animé parce que je veux pas qu'ils voient les news, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les news. Donc je les mets devant un dessin animé et je commence à essayer de me connecter et tout ça. Et là, je vois que j'arrive pas à me connecter et tout d'un coup, par je ne sais comment, on arrive à se connecter avec Facebook et Messenger. Et là, ça va être le début d'essayer de se connecter avec le boss de mon mari, avec mon mari, etc. Et puis, tout d'un coup, j'arrive à me connecter. Il y a une liaison de téléphone qui se remet un peu en place. J'arrive à voir le boss de mon mari qui me dit, il est parti à pied. Voilà. Et puis, il espère prendre un vélo à moitié de chemin où habite quelqu'un et pouvoir rentrer. C'est tout ce que je sais. Et c'est ce qu'il fera. Et il arrivera 7 heures plus tard à la maison. Donc voilà, là on est tous réunis et il est 20 heures à peu près et là c'est la catastrophe parce que le tsunami est annoncé, mais en plus on a Fukushima et ça risque la centrale nucléaire les réacteurs risquent d'exploser à tout moment. Donc là, par contre, il y a vraiment les Japonais ont peur là cette fois. Parce que en gros, c'est une région de grosses vagues qui est annoncée. C'est pas une ville en particulier. Et puis Fukushima, ça reste une préfecture, si je comprends bien. C'est pas, enfin, il y a la ville, mais il y a aussi c'est une préfecture. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que toute la région donc où il y a l'épicentre du tremblement de terre, c'est au bord de la mer. Hein. Donc c'est toute la côte où il va avoir le tsunami. Donc et la région de Fukushima, c'est-à-dire que la centrale nucléaire, elle est au bord de la mer. Oui. Donc en fait, quand on sait va, quelle raison. on ne sait pas trop, mais en fait, c'est pour aussi parce que en risque de tremblement de terre, l'eau est proche aussi, je pense. Donc et donc voilà. Et en fait, à un moment donné, le problème, c'est qu'à la centrale nucléaire, il y a une panne d'électricité.
dû au tremblement de terre. Et en fait, sans électricité, on peut plus refroidir les réacteurs. Et si les réacteurs ne sont pas refroidis, bon, c'est très. Après, on apprend tout ça, hein, toute cette technologie, mais les barres de combustible fondent, ça provoque un trou, et c'est ce qu'on appelle. Il va avoir une fissure, et en fait, toute la radioactivité va sortir en fait et se propager. Donc Oui. voilà. Donc on regarde les infos, mais on comprend pas très bien ce qui se passe. Donc Et voilà. c'est quoi, c'est 2-3 heures après ça, non? Oui, le tsunami est déclaré carrément probablement 30 minutes à peu près après le tremblement de terre. Et après Fukushima, dans les heures qui suivent, en fait, ils ont une coupure d'électricité au moment du tremblement de terre. Donc, en fait, ils espèrent rétablir l'électricité, mais ils n'y arrivent pas. Et là, évidemment, sans électricité, on peut plus refroidir les réacteurs, et voilà. Donc, Oui. et là, c'est quand même une grosse centrale nucléaire, donc évidemment, on va avoir des explosions de réacteur 1, explosion du réacteur 2, et là, tu te dis, oh, et chaque jour, c'est de pire en pire, quoi. Donc, il y a vraiment pas des bonnes nouvelles, mais nous, on essaye de connaître un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les Japonais, que font les expatriés à l'heure actuelle, le premier jour, deuxième jour. Et là, on entend que de plus en plus, les expatriés fuient, partent, que les compagnies organisent des vols pour rapatrier tout le monde. Et nous, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on doit partir? Et en même temps, on voit que les Japonais commencent à sortir de Tokyo et à aller dans le sud, à Osaka. Oui. Et ça, c'est pas bon signe. On se dit que si les Japonais commencent à aller dans le sud parce qu'ils ont peur de la radioactivité, c'est pas bien. Donc là, tout d'un coup, mes amies japonaises me disent, Cathy, faut pas laisser les enfants jouer dehors, on sait pas la radioactivité à l'extérieur. Ça commence à me faire paniquer, vraiment. Mais parce que la vague a déjà impacté la centrale à ce moment-là? Là, c'est pas vraiment la vague qui a impacté la centrale, hein, c'est surtout l'électricité qui a plu dans la centrale. Donc, sans électricité, la centrale va exploser. Parce que D'accord. donc voilà. Et là, par contre, on commence à avoir les vagues et tout ça qui est dans la région toute la région du Tohoku. Et là, par contre, toute la région, un peu ce qu'on appelle le grenier du Japon, où on a toutes les pommes, etc. Enfin, et là, par contre, c'est un désastre, quoi. On voit les maisons, les écoles être emportées par les vagues de 30 mètres. Voilà. Au final, 2 jours après, on apprend qu'il y a 15 000 morts. Donc, et maintenant, on pense qu'il y a 20 000 morts, à peu près, et 2 000 personnes qui n'ont jamais été retrouvées. Donc, les vagues emportent tout sur le passage, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà, donc il y a ça, il y a cette douleur de se dire que tout a été emporté par les vagues, et puis il y a la menace de Fukushima. Donc là, on n'a plus le choix, donc il faut prendre une décision, quoi. Donc et là, quand on a tout le temps des aftershocks, tout le temps. Mais alors ça, on n'en parle jamais. Donc les aftershocks, c'est comme des mini tremblements de terre, des C'est mini des secousses que tu répliques, te en reçois. fait, hein. C'est ce qu'on appelle des répliques en français. Et c'est des répliques dues au mouvement des plaques, en fait. Donc, quand il y a une grosse plaque, après, le temps que tout se remette un peu en ordre, il y a des répliques. Donc, il y a des répliques. En tout, on a eu 56 répliques en 3 jours. Il y a des répliques qui sont on dirait, pendant un mois, on va avoir la première semaine, on va avoir des répliques. Donc, le tremblement de terre est de 9,1. Donc, c'est le plus élevé qui n'a jamais été. Et là, on a des répliques qui sont entre 6,2, 6,7, 7 pendant une semaine. Donc, mes enfants, chaque fois qu'ils entendent une réplique, ils se mettent sous la table, mais ça arrive la nuit, le jour. Donc là, on nous dit aussi, mettez des chaussures au bord de votre lit si vous devez sortir, voilà. Donc, ouais, là, tu sais pas trop comment faire. Au début, les enfants dormaient avec nous. Enfin, voilà, c'est un peu, voilà. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, on s'aperçoit que tous nos amis, enfin, tous les expats, tout le monde part de Tokyo.
Et puis nos amis japonais vont dans le sud. Et puis on se dit c'est vraiment. Et puis tout d'un coup la compagnie nous dit si vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer. Et là au moment où on veut rentrer, on trouve plus un seul billet d'avion. Ouais. Les billets d'avion pour l'Europe sont à 10 000 €. La purée. Et nous, on n'a pas, on n'a pas cet argent en cash on peut pas sortir 50 000 € en une journée. Donc, on est obligé d'appeler nos banques, etc. Et en plus, il y a pas enfin bref, on trouvera un billet d'avion 3 jours et demi après. Au même tarif? Oui. Purée. Et parce qu'il y a pas d'avion. Puis le pire dans tout ça, c'est que les avions, les avions qui viennent d'Europe, personnel des navigants, on va dire, ne veulent plus sortir des avions. Donc en fait, normalement, ils sortent, puis c'est une autre équipe qui vient dans l'avion et vous repartez en Europe, parce que c'est long, hein, le vol. Mais là, ils veulent plus sortir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des arrêts. Donc ils s'arrêtent par exemple en Corée ou ils s'arrêtent en Taïwan. Ils changent le personnel. Ils arrivent à Tokyo. Ils restent dans l'avion parce qu'ils ne veulent pas sortir, ils ont peur des radiations. Donc, et nous, on rentre dans l'avion. Donc là, on va trouver un billet d'avion, mais on va trouver un billet d'avion qui n'est pas direct en Europe. Donc, on va s'arrêter je crois que on s'est arrêté en Corée, je crois. Et là, le personnel navigant est sorti et un autre personnel est arrivé pour nous amener jusqu'en Europe. Et on a trouvé qu'un billet à Vienne, en Autriche. D'accord. Et quand on arrive en Autriche, là on nous attend, mais on nous attend avec des détecteurs de radiation. Et là nous on a peur quoi. On se dit mais c'est quoi ce délire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va nous mettre quelque part parce qu'on est contaminé en fait. Donc et là on passe tous au détecteur de radiation. Donc c'est un peu bizarre parce que les gens sont un peu comme le Covid. Là, ils sont tous habillés en blanc avec des masques, enfin tout ça. Et voilà. Et quand on sort de l'avion, c'est ça qu'on a à l'attendre sur le tarmac en fait. Et donc, avec nos 3 petits enfants qui savent plus du tout où ils sont, puis qui savent pas ce qui se passe en fait. Donc je sais même pas comment tu peux get your s together, tu vois. Je sais pas comment t'arrives à gérer. Tu vois déjà toi et puis les enfants, tu vois. Ben, je pense qu'on est à ce moment-là, on est extrêmement fatigué, mais on se dit que on a de la chance. Moi, quand je me suis assis dans l'avion, ma seule pensée, c'était que on est parti avec 4 valises, hein. On a tout laissé à Tokyo. Donc, ma pensée, c'était, moi, je peux sortir, je peux partir de ce pays qui est en danger. Mais les Japonais, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester. Ils n'ont pas les moyens de partir. Donc, ceux qui ont les moyens vont aller dans le sud, s'ils ont de la famille dans le sud. Mais les gens de la classe moyenne, ils n'ont pas le choix, ils vont vivre avec ça. Donc voilà, moi, c'est ça ma pensée. Je me dis, ben voilà, nous, on va partir. Alors, ce qu'on s'est pas du tout rendu compte, c'est que quand on est arrivé en Suisse, c'est que nos familles avaient été terrifiées, angoissées. Et nous, on n'a pas beaucoup pensé à eux, c'est vrai. Je dois dire que on a été assez égoïste pour penser à nous, à nos enfants, mais on s'est pas rendu compte. Parce qu'en fait, nous, on n'avait pas les images qu'en Europe, vous aviez. C'est-à-dire que vous étiez bombardés d'images. Moi, mes enfants, ils ont jamais vu le tsunami à la télé, hein, au Japon. Jamais. Oui. Et puis moi, j'ai quasiment pas vu parce que je voulais pas les voir pendant que mes enfants étaient là. Donc, je les regardais le soir ou comme ça. Mais eux, ils avaient jamais vu mes enfants. Donc, on leur avait caché tout ça, en fait. On leur a pas dit. C'était effrayant pour eux déjà qui venaient de subir le tremblement de terre. C'était assez, quoi. C'est donc, ça. Puis plus t'es proche quand même d'un événement, moins tu as d'informations directement sur place par rapport, je pense, au reste du monde. Bon, je pense aussi que le gouvernement avait pas intérêt non plus de donner trop d'informations sur le climat. Je veux dire, ça a été aussi beaucoup reproché au gouvernement japonais par les Japonais, hein. C'est-à-dire que voilà, le gouvernement cachait ce qu'il y avait à cacher et voilà, une centrale nucléaire, c'est pas non plus quelque chose Du coup, on parle que de ça en ce moment, de centrales nucléaires, etc. Donc, on sait très bien qu'il y a des risques, on sait très bien que tous ces déchets, on sait pas quoi en faire. Alors, imagine si si tu commences à avoir toutes des explosions des réacteurs,
tous les jours pendant une semaine, tu te dis, ben, c'est bon, il y en a plein. Après, ils ont commencé à inonder des réacteurs avec de l'eau salée. Mais où elle allait, cette eau salée, après, depuis la mer? Ouais. Dans les sous-sols, tout ça, il y avait des fuites. Donc, on sait tout ça. Donc, voilà. Donc, c'était assez terrible. Donc voilà, tu vois, c'est un peu comme Tchernobyl aussi. On a aussi caché beaucoup de choses à la population en disant, non, non, le nuage, il s'est arrêté là. Oui, ça a été juste à la frontière, les gars. Voilà, donc on y pense aussi quand on est à Fukushima, on se dit, ouais, ça m'étonnerait que ce soit arrêté juste à 30 km autour du réacteur, tu vois, autour de la centrale. On n'y croit pas trop, hein, donc, Ouais. donc voilà, quand on est rentré, je pense que ça a été un soulagement pour nos familles et nos proches. Donc, Ouais. Donc vous arrivez à faire, donc vous passez la barre radioactive, j'imagine. Oui. Enfin, vous êtes safe pour vous déplacer en Europe. Oui, tout à fait, ouais. Donc vous prenez une voiture de Vienne à la Suisse, à Genève. Non, on reprend un avion Lausanne. de Vienne jusqu'à Genève. Et à Ouais. Genève, nos familles nous attendent à l'aéroport. Donc, Et bah, vous et ensuite, deviez on être va, épuisé. oui, C'est incroyable. on loue notre maison. On loue pas notre maison parce qu'on vient de l'acheter en fait, cette maison. Et donc on se réfugie dans notre maison en Suisse. Donc on vient d'acheter voilà 6 mois. Ok. J'espère qu'elle n'était pas en construction. Parce que... Non, non. Et comment ça va quand vous arrivez chez vous en Suisse? Alors pendant 2 ou 3 jours, c'est comme si moi j'avais envie de plus en parler à personne. Ça a été un peu une façon pour moi de, pas un déni, mais de me protéger. J'avais pas envie de parler à des gens qui avaient pas vécu ça et puis qui comprendraient sûrement pas. C'est ça c'est horrible hein, de dire ça maintenant, hein, parce que je me rends compte qu'ils ont beaucoup souffert, hein, nos proches, et qu'ils ont été très inquiets. Mais ça a été ma réaction. Les 3 premiers jours, je me sentais pas. J'avais envie de protéger mes enfants, j'avais envie qu'on se retrouve les 5, j'avais envie, voilà. J'avais pas trop envie d'en parler. Surtout que tu as vécu parce qu'au final, il a mis combien de temps ton mari à revenir à la maison depuis son 7 bureau? heures. Ouais, quand même, hein, 7 heures sans savoir si ton mari est en vie ou pas. Oui, c'est long, hein. Ouais. Et puis vraiment un tremblement de terre faut vraiment le vivre pour comprendre vraiment à quel point tu te sens démuni face à cette terre que tu prends pour acquise quand même 99,999% du temps et qui là décide vraiment de vibrer. C'est quand même c'est un sentiment de peur où vraiment le sol se dérobe sous ton pied. C'est incroyable comme sentiment de peur. Oui, c'est un sentiment. En plus, ce qu'il y a, c'est que on a vécu après mes expatriations, on parlera de ça une autre fois, mais on a vécu d'autres drames. Hein. On a vécu des ce qu'on appelle, comme vous aux États-Unis, quand des tempêtes et voilà, on a vécu ces choses-là. Mais c'est prévu à l'avance. Un tremblement de terre, c'est jamais prévu. Un tremblement de terre, ça arrive, t'es en train de. Moi, j'ai une copine, il y a eu le tremblement de terre, elle était dans son bain, quoi. T'imagines, l'eau débordée, quoi. Ouais. Donc, tu vois, ça peut arriver en pleine nuit. Un tremblement de terre, je te parle là, puis tout d'un coup, ça peut trembler. Donc, c'est vraiment, oui. Bon, maintenant, il y a des alarmes, hein, au Japon, sur ton téléphone, il y a une alarme tremblement de terre. Généralement, tu l'as 2 minutes avant. Oui, voilà, tu peux pas anticiper non plus le truc, quoi. Non. Mais nous, je sais, en Californie, on y a vécu un an, tout juste. On en a eu 2. Ils étaient de magnitude, je crois, 4 ou 4,5 max, mais quand même, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Donc, j'imagine pas quand 3 minutes, parce que je pense que je pense que nous, les secousses, ça devait être 30 secondes, 45 secondes, pas plus. 3 minutes. Ouais, c'est long, hein. Oui, c'est très, très long, ouais. Ouais, non, je vous trouve, on peut que comprendre votre situation, quoi. Et, alors, c'est quoi pour vous le plan sur le court terme, là, en Suisse?
Est-ce que Bah, c'est de repartir au Japon? Est-ce que c'est quoi? bon, quand on arrive, on sait pas, hein. On se dit qu'on va attendre un moment. Et moi, je garde le contact avec mes amies japonaises au Japon pour voir ce qui se passe, parce que je crois pas trop à ce qui se dit en Europe aussi, parce que c'est toujours très exagéré. Donc voilà, Oui, parce que les médias, ils ont besoin de faire leur buzz vendre, aussi. ouais. Le Donc voilà, business. je reste quand même connectée avec mes amis au Japon pour savoir ce qui s'y passe. Et puis le temps passe, et puis dans le village où on habite, spontanément, le directeur de l'école est venu me voir en me disant: «Écoute, Cathy, tu peux pas laisser tes enfants comme ça à la maison, ils ont été traumatisés. Si tu veux, je les accepte volontiers dans mon école». Donc mes enfants, au bout d'une semaine, ils ont été à l'école, une petite école du village là, de 2000 habitants. Et ils ont été super bien accueillis, et en fait ça a donné aussi des discussions à l'école avec mon grand en disant: «Oh, t'as vécu». Le problème, c'est que mes enfants n'avaient jamais vu, donc là les autres enfants dans les classes disaient: «Oh, moi j'ai vu un film aux infos, bah dis donc, t'es pas morte, t'as de la chance». Enfin vraiment, c'était horrible pour mes enfants, parce que ils comprenaient rien pourquoi on leur disait ça. Et en fait on leur disait: «Oh, j'ai vu les maisons, elles étaient envahi par les vagues». Et puis mais sauf que nous on habitait Tokyo, on n'habitait pas Tohoku, quoi. Je veux dire, on Ouais. n'habitait pas où il y avait, mais les enfants en Europe, ils faisaient pas de différence, c'était au Oui, Japon, voilà. c'était au Japon. Donc en fait on disait tout ça à mes enfants, et une de mes filles a été un peu traumatisée par ça. C'est-à-dire elle a pensé qu'on était parti de Tokyo en pensant que on n'avait plus de maison maintenant. C'est-à-dire que la maison qu'on habitait à Tokyo avait été envahie par les vagues, que ses maîtresses étaient certainement mortes dans les vagues du tsunami. Voilà, parce à cette époque-là, elles ont 3 ans et demi. Donc pour elles, Oui. ça veut dire que les images que tu vois, bah, c'est où tu habitais, et que tout a disparu, quoi. Oui, il y avait ouais. Donc en fait, il y avait un espèce de décalage. On les a préservés au Japon, et quand on est arrivé en Europe, boum, ils ont reçu Oui, tout ça. personne les a préservés, ouais. C'était Ouais, les survivantes. c'est ça. Après, c'est trop montré aussi aux infos parfois. Mais bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense qu'on en a pour 3 heures de Oui. débat philosophique. Ouais, mais on les avait pas préparés à ça, puis on s'est pas douté on s'est pas douté non plus que tous ces enfants en Europe savaient ce qui s'était passé au Japon finalement, parce que je pense que les parents en Europe leur ont dit: «Oh, t'as vu au Japon un tremblement de terre?» Et les enfants: «Un tremblement de terre, c'est comment?» «Bah regarde, tu vois, aux infos, puis il y a eu le tsunami, c'est quoi un tsunami?» «Bah regarde», tu vois. En fait, c'était plus informatique, de Oui. l'information pour les enfants en Europe. Sauf que pour les miens, ça a été, ouais, ça a été quand même, voilà. Tout d'un coup, ils se sont aperçus que oui, j'étais là-bas, mais pas vraiment là-bas. Donc voilà. Ouais. Donc Mais voilà. vous essayez de voir, je sais pas, enfin, un thérapeute, essayer de vous faire accompagner pour essayer Alors d'en parler au moins. on décide que non. Par contre, j'ai quand même téléphoné et demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour Zoé. Zoé faisait beaucoup de cauchemars la nuit, et donc et Zoé, c'est une petite fille. Plus tard, on peut parler de ça, mais par exemple, quand on a décidé de retourner au Japon, on a demandé à nos enfants: est-ce que vous voulez retourner au Japon? Les 3 nous ont dit oui. Alors évidemment, quand on est petit comme ça, tout ce qu'on veut, c'est retrouver sa maison et ses amis. C'est Oui. ça qu'on veut. Je veux dire, on a construit quelque chose, et ce qu'on veut, c'est retrouver la vie qu'on avait d'avant. Je veux dire, la vie dans la villa, c'était une nouvelle maison qu'on avait, donc ils avaient pas vraiment de lien à cette maison. Donc eux, ils voulaient retourner à Tokyo. Et là, mon fils, qui est né le 5 mai, nous dit: moi, ce que j'aimerais, c'est retourner pour mon anniversaire. Bon, Et ouais. là, voilà, on est le 15 mars quand on arrive en Suisse, et on se dit, bah voilà, on va attendre et on va voir. Et en fait, après, il y a beaucoup de discussions aussi avec la compagnie de mon mari. Est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient pas, etc. Il n'y avait pas vraiment de poste disponible pour lui en Suisse, donc ils nous ont dit: si vous voulez repartir, vous y retournez. Puis moi, moi, j'ai dit à mon mari: écoute, on est en mai, on finit l'année scolaire. Si on voit que c'est vraiment invivable et qu'on peut plus vivre au Japon, on déménage et c'est fini. Donc, en fait, ça Ouais. nous donnait un petit peu 2, 3 mois pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. On Donc, a pris l'avion le 3 mai. ok. On est arrivé le 4 mai. Le 5 mai, on a fêté l'anniversaire à Tim. Mais donc du coup, vous êtes resté quoi, 1 mois et demi en Suisse? Oui.
Ouais, oui, 1 mois et demi. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Et comment ça se passe alors le retour là-bas? Est-ce qu'il y a de la radioactivité? Est-ce que vous avez des appréhensions quand même, Alors à oui, on revivre un en a tremblement de parce que terre? ce qu'il y a, c'est que quand on rentre au Japon, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc on ne sait pas qui est revenu. On sait que beaucoup sont partis, pratiquement tous. Et nous, on revient dans les premiers qui reviennent au Japon. Donc D'accord. on sait pas trop. Donc là, quand j'arrive à l'école le premier jour, je m'aperçois que dans une classe de 20 de Manon, ils sont plus que 7 et que ma fille, c'est la seule Western. Ouais. Les 6 autres petits enfants sont des enfants japonais. Donc là, je me dis, oh là là, ok. Et puis dans la classe de mon fils, pareil. Enfin, personne n'est revenu. On est un peu les seuls à être revenus. Et là, je me rends compte que les gens sont partis. Et je me rends compte aussi que les déménagements se font sans que les gens reviennent. Donc là, je me dis, ouais, bah, ceux-là, ils reviendront pas, puis eux, ils reviendront pas. Puis là, j'ai des messages qui me disent, non, bah, écoute, Cathy, on revient pas. Non, Cathy, on revient pas. Et là, je me dis, bon, bah. Et là, ça me rapproche des mamans japonaises, complètement. Et Ouais. là, je deviens, là, elles me prennent un peu en charge en me disant, on va t'expliquer ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi. Surtout, quand tu fais tes courses, Cathy, fais attention d'où viennent les produits. Si ça vient du Tohoku, n'achète pas. Si ça vient de la région de Fukushima, n'achète pas. Mais moi, je suis Ouais. pas capable de détecter. D'où il faudrait que j'apprenne toutes les villes et les villages de cette préfecture. Et c'est tous des noms japonais qui sont écrits en japonais. Je peux pas Ouais. faire ça. Donc, beaucoup de japonaises vont m'aider à faire mes courses les premiers mois en me disant ça t'achète pas, ça t'achète pas, ça t'achète pas. Et puis, il y a une vague tout d'un coup de japonais qui disent le gouvernement ne veut pas délocaliser les fermiers, ne veut pas indemniser les fermiers, alors qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs produits parce que tout le monde pense qu'ils sont contaminés. Et il y a une vague de Japonais qui décident que on va acheter ces produits même s'ils sont contaminés pour soutenir l'agriculture à Tohoku, ce qui est Mm. terrible, hein. Mais ça, c'est très japonais, par exemple. Et tu te dis, comment tu peux acheter des produits qui sont certainement contaminés juste pour soutenir ces fermiers? C'est juste pas possible, quoi. C'est juste, Ouais. Enfin, à un moment donné, c'est au gouvernement de get you stuff together, quoi. oui. Mais le gouvernement veut rien savoir et crie haut et fort que tu risques rien de manger des produits de Fukushima. Mais je crois qu'il nie toujours Oui. le taux de radiation dans cette région, non? Oui, et ce qui est dramatique, c'est que là, on parle de v'là 10 ans, hein, 11 ans maintenant, et Ouais. que, étonnamment, des cancers de la thyroïde ont augmenté de 20 à 30% à peu près dans cette région. Et, et on sait que c'est à cause de la radioactivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la radioactivité chez les femmes les rend stériles. Ouais. Donc, tout ça est bien caché par le gouvernement et voilà. Mais Bon. Donc, malgré tout, comment vous avancez après un tel événement dans ce pays? bon, on a toujours des secousses évidemment parce que là on est à 2 mois après le tremblement de terre. On a encore Ouais. beaucoup de répliques, mais on s'habitue. Sauf que là, Zoé par exemple, elle est notre détecteuse à tremblement de terre, Zoé. C'est-à-dire que tu es en train de lui lire une histoire, puis elle dit ah il vient juste d'avoir un tremblement de terre. Tu dis mais non, Zoé. Et là tu vas et on a des maps, hein, on a des cartes, on Oui. peut aller voir quand il y a des tremblements de terre. Et là tu dis mais non, Zoé, j'ai rien senti. Je te dis il y a eu un tremblement de terre, maman. Ah ok. Et là tu finis l'histoire et tu descends en bas, tu vas regarder sur l'ordinateur, tu dis ah ouais, elle a raison, il y a eu un tremblement de terre. Et Donc ben. en fait, il semble qu'il y ait des gens qui le ressentent beaucoup plus que d'autres. Et Zoé, c'était et même à l'école, la maîtresse disait, c'est incroyable. Des fois, elle dit, ah, il y a eu un tremblement de terre. Et en fait, c'est hallucinant, quoi. Elle avait ce don de sentir les tremblements de terre, même les toutes petites secousses, quoi. Donc, et ça a été un bienfait pour Zoé de rentrer au Japon parce qu'elle s'est rendue compte que sa maîtresse était encore là, la maison était encore là, ses jouets Ouais. étaient encore là. Donc ça a été une bonne chose, je pense, pour nos enfants de se dire que non, c'était pas, voilà, Comme à la télé.
Comme à la télé, exactement. Ouais. Après, ben, on les préserve, évidemment. On fait attention. Au début, on prend pas le métro. On a peur de prendre le métro. Donc, moi, j'ai une copine qui m'a dit, allez, Cathy, il faut prendre le métro maintenant. Mais moi, me retrouver sous terre et qu'il y ait un tremblement de terre, c'était pas possible Ouais. pour moi. Mais au bout de 3 mois, tu te dis, bon, allez, je vais prendre le métro parce que je veux pas rester juste en centre-ville. J'ai envie de découvrir aussi Tokyo. On venait d'arriver. Donc C'est voilà. vrai. Et puis petit à petit, tu te dis, et moi, je veux pas que mon fils prenne le métro. Puis après, tu te dis, ah, écoute, ah oui, il va reprendre le métro parce que tous les petits Japonais de sa classe, ils le prennent le métro. Alors, il va pas être le seul à pas prendre le métro, tu vois. Donc, tu sais, la vie, elle reprend son cours et tu te dis, bah, c'est la vie. C'est soit t'acceptes le fait que au Japon, il y a des tremblements de terre et ça peut arriver et en fait, tu deviens un peu comme les Japonais. Tu te dis, ben, j'habite ici, j'assume le fait qu'il y a des tremblements de terre et que ça peut arriver. Ouais. Au final, vous restez combien de temps alors au Japon? Au 2 ans final, de on va plus? rester 2 ans de plus. Donc, en tout, on aura fait 3 ans au Japon. Et ces amitiés japonaises que j'ai eues resteront pour toujours parce que c'est des gens qui sont... toutes ces femmes, elles m'ont aidée, elles m'ont... et en fait... étonnamment, quand en septembre l'année d'après, de nouveaux expats sont arrivés qui n'avaient pas du tout vécu le tremblement de terre et qui avaient quand même décidé de venir au Japon après le tremblement de terre, c'était comme si il y avait le groupe du tremblement de terre. Il y avait le groupe de femmes et d'enfants qui avaient vécu le tremblement de terre, puis les nouveaux arrivés, ben c'était un autre groupe. Et ça c'était flagrant en fait. Et toutes les femmes que j'ai connues, elles sont restées cette partie-là de ma vie. Donc quelque chose de particulier, on va dire, spécial. Ouais. Je sais pas comment dire, mais voilà. Et chaque année, à l'anniversaire du tremblement de terre, oui, on a chaque fois une pensée tous ensemble en fait. Et ça, c'est même 11 ans après. 11 ans après, voilà, on a toujours un petit mot sur WhatsApp pour dire take care et voilà. Donc c'est resté Donc voilà, c'est une Alors, expérience quel unique. bilan tu tires de cette expatriation si particulière que tu as eue dans ce pays? Ben, je pense que évidemment, c'est unique. Alors, non, avant de partir au Canada, on s'est dit qu'on allait sûrement vivre quelque chose d'unique au Japon. Ça, c'était sûr parce que le Japon, c'est un pays unique. Je veux dire, même les gens qui vont en vacances au Japon, ils en sortent différents. Ils se disent, c'est incroyable ce pays, quoi. Ouais. Et c'est vrai. Il est fascinant. C'est fascinant. Et mais en même temps, le Japon, c'est pas juste fascinant. Des fois, ça peut paraître effrayant parce que la femme, elle a encore un statut très, très, pas très reconnu et voilà. Donc, et puis les Japonais, c'est des gens qui sont pas très ouverts. Hein. C'est vraiment des gens. Et puis il y a cet aspect aussi du travail, du travail. Ouais. Chez les Japonais, ça c'est pas évidemment quand tu vas en vacances, c'est pas ce qui te frappe le plus, mais quand tu y ça te vis- frappe quand tu pars au Japon, la seule fois dans ta vie où tu vas au Japon et c'est la Golden Week? Je peux te jurer que là, tu sens que les gars, ils ont pas souvent des vacances et quand ils en ont, ils en profitent. Ah là, c'est l'éclat. Hein. Et du coup, tu comprends. Et sachez, c'est pour ça qu'au printemps, parfois, il y a des billets pas très chers du tout. Alors, regardez rapidement sur Google quand est-ce qu'est la Golden Week et ne le faites pas. Non. C'est horrible la Golden Week. Hein. C'est terrible. Quoi. Oui. Donc voilà. Après, voilà, c'est quand même une société qui est loin de tout. Des sociétés qu'on connaît, quoi. C'est vraiment. Alors oui, c'est une expérience. À la base, c'était sûr que ça allait être une expérience unique. Alors c'est sûr qu'avec le tremblement de terre, ça, pour le coup, ça a été une expérience unique et inoubliable, on va dire. Ouais, voilà. ça c'est sûr. Et je pense que ça a apporté aussi beaucoup à mes enfants et même s'ils étaient petits, je pense que c'est quelque chose qui leur restera toute leur vie, quoi. Je veux dire, on se rappelle de ça, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Donc voilà, c'est. Ouais. Et alors,
est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent s'expatrier au Japon? Alors moi, si j'avais un conseil, je pense que déjà il faut le savoir, hein, qu'il y a des tremblements de terre au Japon. Ouais. Il faut être conscient de ça et il faut pas faire. Nous, on a un peu fait. Je vais être honnête, hein, on a un peu fait. Oui, bon, il y a des tremblements de terre. Ouais, il y en a So aussi. what? Il Ouais. y en a aussi en Californie, puis il y en a aussi un peu partout. Et puis, mais je pense qu'on a eu tort. On a eu tort. Quand on va au Japon, on doit être prêt à se dire que on peut vivre un tremblement de terre qui soit comme nous. On peut vivre des tremblements de terre. Là, il y en a eu un là pas très longtemps. Oui. Oui. Et Ouais. voilà, il y a un tremblement de terre, la vie continue. Mais quand on commence à avoir des tremblements de terre, des tsunamis et une catastrophe nucléaire, là, on se dit, oui, là, ça commence à faire un peu beaucoup. Il faut savoir quand même que Fukushima, c'est toujours pas fermé, hein, c'est toujours ouvert. Mais Donc, c'est ça qui est encore dingue. Mais un déni complet de la part du oui. gouvernement. Et Enfin, puis, la population a demandé aussi que toutes les centrales nucléaires au bord de la mer soient fermées. Il y en a aucune qui a été fermée. Donc, il y a d'autres centrales que Daiichi qui sont ouvertes au bord de la mer. Donc, ce qui est complètement hallucinant, hein, parce que ouais, c'est voilà. absurde. Donc voilà, je pense que après ça, oui, si j'avais un conseil à donner, c'est oui, il faut être conscient qu'il y a des tremblements de terre. Oui, il faut être conscient que si ça va mal, il faudra partir. Voilà, après le Japon, c'est aussi un beau pays, hein. Si on va aussi dans le sud, c'est aussi très très joli, Japon. Après, c'est une culture différente et le problème, c'est il faut vraiment du temps pour comprendre le Japon, quoi. Et en vacances, c'est difficile, quoi. Mais Ouais. Bon. Bah écoute, j'aime bien d'habitude dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mais moi ce que j'aimerais bien dire aux gens, c'est qu'il y aura une suite de cet épisode parce que Cathy nous a simplement parlé que du Japon et qu'il y a beaucoup plus de pays à découvrir. Et voilà, je te propose qu'on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. avec grand plaisir et ce sera pas Japon, hein, parce que là, Non, je pense qu'on a bien couvert ton oui, expatriation au Japon. oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très extraordinaire, vraiment. Merci à Merci. toi, Cindy, de m'avoir invitée. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler du Japon. J'en parle pas très très souvent, mais parce que comme je l'ai dit, c'est encore ça restera émotionnel pour moi. Donc, ça m'a fait plaisir une fois de retracer un peu tous les événements qui s'est passé au Japon. Et puis, j'espère te revoir bien vite. Oui, oui. Bah, pour l'heure, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Au revoir. Merci. Cindy. Merci encore à Cathy de nous avoir partagé son témoignage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.